Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le parti majoritaire en Guinée-Bissau a introduit le 3 janvier un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat Domingos Simões Pereira à l'élection présidentielle. Le PAJC persiste, c'est un coup d'État électoral et affirme avoir des preuves en vidéo. La Banque centrale éthiopienne table sur une croissance économique à 10,8% pour l'exercice fiscal 2019-2020. Prévision qui se situe en hausse par rapport à la croissance de 9% enregistrée par le pays sur l'exercice 2018-2019. Et puis en République démocratique du Congo, dans l'affaire des 200 millions de dollars, l'AGK Mines refuse de rembourser le plaignant, la société israélienne Ventora, société qui serait sous sanction américaine. Les organisations non gouvernementales s'en mêlent. Mais tout d'abord, des 24 formulaires de candidature à l'élection présidentielle togolaise, seuls 10 ont été confirmés à la Commission électorale nationale indépendante lors de la clôture du dépôt de candidature ce mercredi 8 janvier à minuit. Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, et Agbeyome Kodjo, le candidat de la coalition des forces démocratiques, font partie des 9 candidats qui affronteront le président sortant Faure Gnassingbé le 22 février 2020. Le PAIGC de Domingos Simões Pereira, parti majoritaire en Guinée-Bissau, ne cesse de dénoncer les résultats du second tour de la présidentielle qui l'ont donné perdant. Son parti a introduit le 3 janvier un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat, dénonçant des résultats qui auraient été modifiés au profit de son adversaire Umaro Sissoko Embalo. Le PAIGC affirme même avoir des preuves confirmant leurs accusations dans une vidéo. Les détails avec Philomentine. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau gravement remis en cause. Ce scrutin qui devrait définitivement sceller la paix en Guinée-Bissau, politiquement instable depuis 2 décennies, semble être entaché d'irrégularités et de manipulation. Le candidat Umaro Sissoko Embalo avait été déclaré élu par la Commission électorale nationale. Sauf que cette dernière aurait été poussée à modifier les résultats initialement favorables à Domingos Simões Pereira. Le dossier est encore entre les mains du président de la Cour suprême qui a convoqué le PAIGC, tout comme le MADEM. On s'étonne un tout petit peu si le PAIGC dit qu'il y avait des fraudes. Est-ce qu'elle a suivi la loi? Est-ce qu'elle a suivi les règlements qui veulent que les réclamations se fassent dans le bureau où l'irrégularité a été constatée? Elle ne l'a pas suivi. Dénonçant une fraude électorale, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dirigé par Domingos Simões Pereira, avait introduit un recours devant la Cour suprême de la Guinée-Bissau, ce qui a d'ailleurs bloqué le verdict de la présidentielle. Toute la machine qui est liée à ce processus se trouve entre les mains du parti au pouvoir, aussi bien l'administration territoriale, tout comme le secrétariat d'État, une institution créée ou taillée sur mesure, puisque même la CEDEAO s'était étonnée de l'existence d'une telle institution. Et ensuite, on a la CNE, qui est normalement une entité à part. Une reconsidération pourrait avoir lieu sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau avec la preuve brandie par le PAIGC. La Cour suprême doit se prononcer dans un délai de 8 jours à compter de la date de l'introduction du recours. Au Tchad, l'ancien Premier ministre et actuel secrétaire général de la présidence, Kalzebe Pahimi Debé, a été blanchi par la Cour suprême à l'issue d'une audience ce mercredi 8 janvier 2020. Il avait été arrêté le 3 décembre 2019 pour détournement de deniers publics. Une procédure décriée par la classe politique et la société civile qui estimait que cette arrestation était une machination montée contre l'ancien chef du gouvernement par ses adversaires au sein de la majorité présidentielle. Écoutons à ce propos son avocat, maître Alain Kagombe, au micro de notre correspondant Mahamat Ramadan. Monsieur Kalzebe Pahimi Debé a été innocenté par la plus haute juridiction de la République du Tchad. Après une instruction minutieuse, la Cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre mon client et qu'il soit ordonné sa liberté immédiate. C'est dire que mon client a été injustement accusé, injustement placé sous mandat de dépôt, mais la justice a fini par triompher. C'est regrettable. Pour ainsi peu,
je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'impunité ni du détournement, mais pour une personne qui a assumé les plus hautes fonctions de la République du Tchad, il a été Premier ministre pendant longtemps, il a été directeur de cabinet civil du chef de l'État, il a été ministre plusieurs fois, ministre de la Justice y compris, il est le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Pour un problème de suspicion de 69 millions, je trouve que c'est pas bien qu'on continue à humilier des hauts cadres du pays, des gens qui se saignent dans les 4 veines pour la prospérité de ce pays, pour l'image de ce pays. En Afrique du Sud, Eskom, la compagnie électrique nationale, a demandé une exemption pour les nouvelles mesures environnementales jusqu'en 2035. Échéance à laquelle, selon ses affirmations, plusieurs de ses centrales à charbon seront fermées, permettant ainsi à l'entreprise de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Eskom, plus grand pollueur du pays, espère ainsi éviter les 2,6 milliards de dollars d'investissement qu'elle devra réaliser pour réduire ses émissions afin de les ramener au niveau permis. Les performances économiques de l'Éthiopie sur l'exercice 2019-2020 devraient surpasser celles de l'exercice précédent. En effet, la Banque nationale d'Éthiopie table sur une croissance économique qui va s'accélérer à 10,8% pour l'exercice se terminant en juillet 2020. Une performance qui résulte des réformes mises en œuvre par le Premier ministre Abiy Ahmed, notamment la libéralisation de nombreux secteurs. Les précisions de Corinne Kamseux. Au thème de l'année budgétaire en juillet 2020, la Banque nationale éthiopienne prévoit une croissance de 10,8% contre 9% l'exercice précédent. Une croissance à deux chiffres rendue possible par les réformes économiques initiées et renforcées par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée en avril 2018. Depuis l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, il y a eu l'accélération des processus de privatisation des entreprises publiques et un renforcement également du secteur privé, voilà, en tant que tel. Il y a également l'accord de paix avec l'Érythrée qui a fini par stabiliser la zone Afrique de l'Est. L'énergie, les télécommunications, les transports ou encore la production du sucre ne sont plus la chasse gardée de l'État. Cette dynamique de modernisation de l'économie a ravivé l'intérêt des investisseurs et bailleurs de fonds tels que le Fonds monétaire international qui a conclu avec l'Éthiopie un accord triennal d'un montant de 2,9 milliards de dollars. Mais il est évident qu'une telle croissance ne peut se pérenniser si véritablement l'Éthiopie entre dans un cycle de stabilité politique. En 2017, il y a eu des troupes civiles en Éthiopie, une incertitude politique liée à la velléité de sécession de certaines régions en Éthiopie. Alors, donc, voilà autant de menaces, y compris les aléas climatiques, qui peuvent alors contrarier cette prévision de croissance au cours de l'année 2020. Selon la Banque africaine de développement, l'année 2020 verra l'accentuation de l'embellie économique en Éthiopie. Cela passera par la modernisation dans l'agriculture, mais aussi la poursuite du processus d'industrialisation avec le développement des zones industrielles. De même, l'option de libéralisation choisie par le gouvernement va réduire les dépenses publiques avec un effet stabilisateur sur la dette publique. Dieudonné Kayemba, ingénieur de 30 ans, originaire de la République démocratique du Congo, a créé une tablette éducative dénommée Motema. Son principal atout est d'offrir le programme scolaire congolais. Il a reçu le prix de l'innovation du ministère de l'Industrie. Il est également l'un des 2 meilleurs lauréats 2016 du prix de l'innovation. Motema Tab, un outil qui prend en compte les différentes réalités de la République démocratique du Congo. Elle fonctionne avec une pochette à base d'un panneau solaire incorporé, un mécanisme pour contourner les difficultés récurrentes d'électricité dans son pays. Toujours en République démocratique du Congo, l'affaire des 200 millions de dollars empruntés par la Générale des Carrières et des Mines a été portée devant la justice. Le plaignant Ventora, une société de Dan Gerled, homme d'affaires israélien sous sanction américaine. Raison évoquée par la GECAMINE pour justifier son refus de payer sa dette. De son côté, la société civile voudrait bien savoir à quoi a servi cet argent. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
200 millions de dollars empruntés par la Gécamine auprès de Fleurette, une des entreprises de Dan Gettler, homme d'affaires israélien bien connu en RDC. La générale des mines et des carrières refuse de payer la dette. Pour motif, le propriétaire est sous sanction américaine. Aussi, l'entreprise a changé de dénomination. Les organisations non gouvernementales s'en mêlent. Nous, au niveau de la LICOCO, on demande à ce qu'on puisse auditer profondément la Gécamine et effectivement en tirer les conséquences et ceux qui détournent soient sanctionnés parce qu'une société ne peut pas être gérée de la sorte. La Gécamine a traité avec Fleurette qui par la suite s'est transformée à Ventora. Au-delà des entreprises engagées dans cette affaire, ce sont deux hommes clés du monde des affaires qui sont mis en exergue. Il s'agit de Dan Gettler et Albert Yuma, président du conseil d'administration de la Gécamine. L'affaire est portée à la cour d'appel de Lubumbashi. Le numéro de compte existe, on a payé la fisc, les ministres du gouvernement congolais accusent réception et reconnaissent que la Gécamine a contribué à cela. Les contrats également existent qui a fait ces prêts entre la Gécamine et l'institution qui a donné les prêts. Les contrats, il existe, ceux qui veulent les voir peuvent les consulter à tout moment. Des comptes de transactions existent. Et donc, nous pensons que pour l'instant, nous sommes en train de traverser une période qui est encore critique post-électorale. On doit éviter toute action susceptible de mettre en péril les acquis de l'alternance. Créée en 1966 en remplacement de l'Union minière du Haut-Katanga, la Générale des carrières et des mines reste, malgré la baisse des productions, le principal contributeur à l'économie congolaise, ce qui justifie l'attention de l'opinion dans cette affaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.